Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série Labozoom. Je suis Simon Rigaudot, le toujours chef d'orchestre et directeur général du Labopéra d'Alsace. Tous les vendredis soirs, depuis le 12 juin dernier et jusqu'au 17 juillet prochain, à 19 h en direct sur l'application Google Meet et en présence des abonnés qui le souhaitent, je recevrai des duos d'artistes participants à notre aventure de la vie parisienne de Jacques Offenbach. Ensemble, nous discuterons pour les découvrir leur métier et leur rôle dans cette aventure. Nous publierons le lien pour vous connecter environ 10 minutes avant le début de chaque rencontre et dès que possible, nous partagerons la vidéo réalisée sur la page Facebook du Labopéra d'Alsace pour ceux qui n'auront pas pu nous rejoindre. D'ores et déjà, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans les commentaires sous cette vidéo pour les prochains invités et nous y répondrons au fil de l'émission ou en fin de rencontre, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont avec nous en ce moment, eh bien, les questions, vous pouvez les mettre dans le chat de Google Meet. Le premier numéro a été émaillé d'un certain nombre de problèmes techniques. Nous espérons qu'il n'en sera pas de même ce soir. Néanmoins, nous en sommes pour ce premier épisode à plus de 600 vues. Et vous remercions par avance de partager et parler de cette vidéo à vos contacts. Pour éviter le péché d'orgueil consistant à croire que le monde entier connaît le Labopéra d'Alsace, nous considérons qu'il est encore nécessaire de le présenter le plus clairement et succinctement possible, ce que je vais faire maintenant. C'est une association composée de bénévoles investis qui propose un opéra coopératif par an. Le parti pris de cette organisation est d'impliquer fédérer des jeunes d'établissements d'enseignement technique, professionnel, technologique, général et supérieur de toute l'Alsace dans la conception et la réalisation de tout ce qui est nécessaire pour monter un spectacle d'opéra. Décors, coiffure, costumes, maquillage, accueil, communication, etc. Depuis 2018 et la Traviata de Verdi, ce sont plus de 1350 jeunes lycéens étudiants et leurs enseignants qui ont participé à l'aventure. Après l'opéra de Verdi et la flûte enchantée, nos spectacles du printemps 2021, qui devaient avoir lieu au printemps 2020, sont consacrés à la vie parisienne opéra fantasy de Offenbach. Après les deux hommes de la semaine dernière, je reçois ce soir deux jeunes femmes interprétant deux personnages dont le point commun est la liberté, même si on peut considérer qu'elles ont chacune un attachement à tel ou tel autre sujet. Metella, femme libre et libérée, mais l'est-elle tant que cela? Pauline, servante attachée par son statut et pour autant libérée dans la façon dont elle joue avec le bonnet baron de Gondremarck, venu à Paris, entre autres choses, pour y rencontrer ces petites femmes. Bonsoir Marion et bonsoir Chloé. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir pour ce deuxième rendez-vous Labozoom. Et on va commencer par vous présenter chacun sous la forme d'un petit questionnaire. Et si tu le veux bien, Marion, on va commencer par toi. Super. Est-ce que tu veux bien nous donner ton nom de famille? Oui, donc je m'appelle Marion Jacquemet. Est-ce que tu veux nous dire où tu es née? Je suis née à Grenoble. À Grenoble, le siège de notre maman Fabrique Opéra. Exact, exact. Est-ce que tu veux nous dire notre âge? Évidemment, tu n'es pas... Enfin, ton âge, mais tu n'es pas obligé, évidemment. Bip, bip, bip. D'accord. Quel est ton type de voix? Je suis mezzo-soprano. Est-ce que tu peux nous indiquer un rôle célèbre pour ce type de voix dans l'opéra? Évidemment, Carmen. Voilà, je pense que ça parlera à tout le monde. Quel est le rôle que tu tiens dans la vie parisienne? Je tiens le rôle de Metella. Et est-ce que tu as un ou l'autre des signes particuliers? Alors, de signes physiques, pas tellement. Je ne suis ni grande ni petite. Je suis... Voilà. Ok. À toi, Chloé. Ton nom de famille? Alors, mon nom de famille, mon nom d'artiste, c'est Amoureux. Mais mon nom de famille n'est pas le même. Oui.
Effectivement. Mais on ne va pas le donner ce soir, sinon Voilà. il y aura trop de fans en bas Absolument. de ton immeuble. Où es-tu né? Je suis née à Créteil, en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne. D'accord. Est-ce que tu acceptes de nous donner ton âge? Bien sûr, j'ai 33 ans depuis un mois et demi. On peut toujours me souhaiter bon anniversaire, même un mois et demi après. D'accord. Ou joyeux non-anniversaire. Joyeux non-anniversaire, c'est parfait. Quel est ton type de voix? Je suis soprano. Est-ce que tu as un rôle particulier, célèbre, que tu pourrais interpréter avec ce type de voix? Oui, par exemple, on parlait de Traviata tout à l'heure. Traviata, c'est un rôle pour mon type de voix que j'ai déjà chanté. Ou par exemple, dans La Flûte enchantée, le rôle de Pamina pour mon type de voix. Ok. Et un signe particulier, hors cette chevelure de feu? Un signe particulier hors cette chevelure de feu. Une intelligence absolument... Non, aucun signe particulier. Ok. Alors, beaucoup de femmes se disent qu'elles aimeraient bien être chanteuses, hors considération de style de musique. Souvent, d'ailleurs, elles se disent ça sans savoir comment faire, ni quel investissement cela réclame. Chloé, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de formation pour en arriver à chanter cette Pauline en Alsace au printemps 2021? Bien sûr. Alors, j'ai un petit côté Obélix dans le sens où je suis tombée dedans quand j'étais petite. Il paraît que quand j'étais petite, j'inventais des chansons, ce qui avait le don d'agacer toute ma famille. Je suis rentrée dans un chœur d'enfant où très vite j'ai fait des super trucs comme par exemple chanter à l'Opéra Bastille, mais sans avoir conscience une seconde que je chantais à l'Opéra Bastille. Et j'ai continué parce que tout simplement je ne pouvais pas m'arrêter. Donc après je suis rentrée au Jeune Chœur de Paris. J'y suis restée 4 ans. J'ai poursuivi mes études à la Haute École de musique de Genève. Et ensuite, j'ai voulu me respécialiser un peu et j'ai refait un cycle d'1 an dans un CRR, donc à Saint-Maur-des-Fossés. CRR, Conservatoire à rayonnement régional. Voilà. Pour nos amis alsaciens, il y en a un à Strasbourg. Qu'en est-il de toi, Marion? Alors, c'est un peu comme Chloé, je suis tombée dedans très petite. Le parcours artistique. Alors, j'ai commencé par faire de la danse et de la musique en parallèle avec le saxophone, puisque je vivais dans un petit village qui avait une école municipale. Donc, il n'y avait ni cordes, ni voix. J'ai donc commencé par un instrument avant pour intégrer l'harmonie municipale. J'ai ensuite poursuivi mes études donc, de saxophone et de danse au Conservatoire de Chambéry. Voilà, donc de manière... C'est des bêtises ou c'est la ville des Capuçons? Pardon? C'est la ville des Capuçons, oui. Ah. Oui. Gauthier, dont on a parlé beaucoup il y a quelques jours. Voilà, exactement. Donc, Chambéry, où je vis toujours d'ailleurs. Donc, et j'ai ensuite poursuivi mon parcours au Conservatoire de Lyon, au CRR de Lyon. Et c'est là que j'ai découvert le chant. Donc très tard, en fait, aux alentours de 22 ans, enfin, disons la technique lyrique, j'ai découvert ça aux alentours de 22 ans. Voilà, et j'ai fait une brève halte à la HEM de Genève également, comme Chloé, avant de continuer sur des chemins un peu plus tortueux avec des professeurs en particulier. Et justement, si je parle de ces jeunes femmes, mais après il y a aussi de jeunes hommes qui veulent se lancer dans tel ou tel télécrochet, mais on le sait, il n'y a pas, et loin de là, pas que des mauvais chanteurs dans les télécrochets. Qu'est-ce que serait le conseil que vous donneriez et qu'est-ce que ça implique comme travail justement pour en arriver à faire ce métier. D'ailleurs, que ce soit pour être chanteur lyrique ou chanteur
plus populaire, on va dire, même si évidemment j'ai horreur de faire cette distinction-là. Chloé ou... Qui commence? Vas-y Marion, vas-y. Alors, avant tout, c'est un travail, je pense, un énorme travail sur soi technique. Parce que sans une technique solide, que ce soit en chant pop, qui s'appelle une technique belt, ou en technique lyrique, c'est très exigeant. Et pour pouvoir être paré à toute situation, je pense que c'est très important d'être solide à ce niveau-là. Donc ça demande des heures et des heures de travail quotidiennes. Voilà. Après, il faut aussi une mentalité, je pense, très forte pour pouvoir être prêt à recevoir les critiques, soit des profs de chant, soit des coachs, des juges extérieurs, parce qu'évidemment, quand on passe des concours, que ce soit à la télé ou sur des scènes de théâtre, on est exposé de toute façon à la critique, donc c'est important de pouvoir être prêt pour les recevoir et les intégrer et puis les transformer aussi après. Voilà. Toi, Chloé? Évidemment, je rejoins Marion sur tout ce qu'elle dit. Je pense que j'ajouterais peut-être juste quelque chose qui fait partie aussi de mon expérience personnelle, de cultiver sa différence et d'assumer qui on est, en fait. De pas vouloir se plier toujours aux exigences des autres et puis toujours rester curieux, toujours travailler. Parce que de toute façon, par exemple, pour le chant, si on a envie d'être chanteur, c'est que, je pense, pour la plupart des gens, c'est qu'il y a une passion. Et quand on est passionné, finalement, on travaille, mais on s'en rend pas compte. Donc, on peut continuer encore plus. Alors, si on continue à parler des voix, et particulièrement dans le domaine lyrique, vous avez dit, donc Marion, que tu es mezzo-soprano, Chloé, que tu es soprano. Donc, on rappelle juste que soprano est plus aigu que mezzo-soprano. Est-ce qu'on est mezzo? Est-ce qu'on est du verbe naître? Est-ce qu'on est soprano? Qu'est-ce qui fait qu'on se dirige vers une voix plutôt que l'autre? Alors, qui veut commencer? Je laisse la main. D'accord. Eh bien, on ne peut pas échapper à son destin. C'est-à-dire que si on est soprano, je pense qu'on a tous connu durant nos études des gens qui voulaient travailler une voix mais qui n'était pas la leur et qui finalement aujourd'hui soit sont retournés dans les rails, soit n'ont pas de travail et n'ont plus de voix. En fait, c'est dépendant de notre corps et notamment de la longueur des cordes vocales. Ça, on peut rien faire pour le modifier, donc il faut juste assumer. On est soprano, on est mezzo, on est ténor, on est baryton, on est contre-ténor. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se tromper? Et j'ai entendu, comme vous avez entendu forcément, des profs qui ont voulu faire chanter un homme ténor alors que manifestement il aurait dû être baryton. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se trompe pas? Tu veux répondre, Marion? Je peux essayer de répondre, oui. Vas-y. En fait, c'est vrai qu'on tâtonne beaucoup au début puisque c'est la découverte de la voix et peut être difficile selon l'âge en fait à laquelle on la découvre et puis ça évolue aussi au cours de la vie. Mais je pense qu'il faut choisir l'endroit dans lequel on est le plus confortable en fait, l'endroit qui nous paraît le plus simple pour pouvoir nous exprimer pleinement. Donc, on teste un certain nombre de répertoires et puis on voit ce qui sonne le mieux et le répertoire dans lequel en tout cas, le registre de voix dans lequel on souffre le moins. En fait. Exactement. C'est le confort doit primer sur tout le reste, puisque si on veut avoir une carrière qui dure plus de 2 ou 3 années, on doit préserver sa voix et son corps. Donc, c'est primordial. Alors, en tant que chef d'orchestre, et chef d'orchestre particulièrement sensible et actif dans le répertoire lyrique, moi, je reste impressionné par les chanteurs. Parce qu'en effet, vous devez apprendre votre rôle, savoir ce que chantent vos collègues, retenir la mise en scène définie par le metteur en scène, en l'occurrence chez nous, Claire Manjarès,
Comment est-ce qu'on fait pour retenir tout ça? Quel est le processus pour eh bien, apprendre un rôle et réussir à rajouter tout ça par-dessus? Alors Marion, pour commencer? Alors, je pense que chacun a sa technique puisque on est tous différents dans l'apprentissage. Moi, j'ai une manière très auditive d'apprendre mes rôles. Bon, déjà, il y a à la base donc comprendre le contexte, savoir dans quelle situation on se trouve, que ce soit historique ou, enfin voilà, il y a un travail de recherche en fait au préalable sur le compositeur, voilà, sur l'opéra en lui-même. Si c'est dans d'autres langues, eh ben, c'est des travails de traduction. Et puis après, c'est un travail donc, de mémorisation de la partition. Et moi, ça passe beaucoup par l'auditif. J'écoute énormément de versions, des versions très différentes. Et ça rentre en général très vite. Donc j'ai de la chance pour ça. Après, il y a un travail corporel dans un second temps qui est de chanter, parce que on doit être prêt à toute éventualité sur scène aussi. Et donc, si le corps n'est pas préparé à tenir sur la distance, ou enfin voilà, il faut repérer les passages compliqués. Donc, c'est un travail corporel permanent. Donc, chanter plusieurs heures par jour ces rôles. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, c'est tellement bien appris qu'ensuite, tu es disponible pour recevoir les indications du metteur en scène et du chef d'orchestre qui va te changer tous tes tempi. Exactement, il faut savoir être souple parfois. Bien. Et pour toi, Chloé? Garder une cohérence technique dans les exigences extérieures, parce qu'évidemment, on est amené à retravailler que ce soit les intentions qu'on a posées sur nos airs ou les tempi, les intentions musicales. Donc oui, il faut rester donc souple et à la fois garder son éthique de technique personnelle. Donc c'est un petit jonglage, voilà. D'accord. Pourquoi Chloé? Alors moi, je dirais que je pense que ça doit être pareil peut-être pour Marion. Comme j'ai commencé vraiment très tôt, enfin Marion c'était la danse, mais moi j'ai commencé vraiment le chant très tôt. C'est devenu un nouveau, c'est comme si c'était une langue supplémentaire pour moi, pas une langue maternelle, mais un langage vraiment que j'ai appris à mémoriser très vite. Alors au départ, j'ai beaucoup mémorisé par la répétition en fait. Quand j'étais en chœur d'enfant, c'était idéal parce qu'on répétait 3 à 4 fois par semaine. Donc évidemment, au bout de 2 semaines, les chansons, on les connaissait par cœur, quoi. Mais aujourd'hui, je pense que comme Marion, j'ai une mémoire très, très auditive. Donc alors quand c'est en français, ça va très, très, très vite, évidemment, pour mémoriser. Quand c'est dans une langue étrangère, c'est tout un autre travail, d'abord vraiment de diction du texte, de traduction, de comprendre chaque mot, de mémoriser tout ce qui se passe. Donc ça prend plus de temps, mais puis après, en fait, on arrive... parfois, on arrive en répétition où on connaît quasiment par cœur. Et juste le fait d'être en répétition permet, en tout cas pour moi, de rajouter la petite brique qui manquait parce que du coup, tout est connecté, tout fait sens avec la mise en scène, avec le fait de bouger, le fait de voir. De toute façon, en répétition, on répète beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi les choses. Donc, pour moi, ça me paraît pas difficile. Par contre, si je dois apprendre un texte théâtral, c'est beaucoup plus compliqué que d'apprendre un air. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Marion. Mais écoute, pour moi, c'est aussi... je suis assez d'accord avec toi puisque j'ai une mémoire musicale plus que des mots. Et donc, oui, ça me prend plus de temps en général d'apprendre un texte. Oui, bon, ça me rassure. Ouais. Alors, il y a un autre aspect qui est assez méconnu des spectateurs, c'est la relation de l'artiste à la solitude. Parce que quand on fait une carrière de chanteur ou quand on fait une carrière de chef d'orchestre, eh bien, il arrive de beaucoup voyager et d'être peu chez soi. Alors, comment est-ce qu'on vit ça? Et puis, petite particularité pour toi, Marion, tu es maman d'une petite fille.
Alors du coup, je te laisse commencer. Très bien. Alors oui, effectivement, je suis maman. Donc ce métier, c'est avant tout un choix de vie, puisque avant de s'immerger totalement, c'est vrai qu'on a conscience qu'on ne sera pas tous les soirs chez nous, à la maison. Voilà, c'est assez délicat. On compose avec, on va dire. Moi, j'ai eu l'habitude très, très vite, en fait, avec ma fille, de la faire voyager. Donc, j'ai pu profiter d'elle et la voir grandir tout en pouvant profiter de mon métier. Donc, c'était vraiment une joie. Après, c'est vrai que c'est toujours c'est un sujet un petit peu compliqué, parce que quand on est maman, alors c'est une aparté, mais quand on est maman, on a aussi une visibilité qui peut être différente avec l'extérieur, en fait. On a tout de suite ce rôle, ce tampon, en fait, qui est là, d'être maman, et donc d'être moins disponible, d'être cataloguée comme, par exemple, femme non désirée, par exemple, quand on est sur scène, ou avec les directeurs de théâtre, c'est un peu compliqué parfois d'assumer cette position de mère. Voilà. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est chez Chloé ou chez Marion, mais en fait, on a ce bruit blanc là qui est revenu et qui, du coup, on n'entendait pas très bien Marion. Enfin, on a compris ce que tu as dit, mais peut-être il faut fermer la fenêtre de chez Charlie. Non, tout est fermé ici. Mais Ok. Alors, on essaye avec Chloé. Donc, sur cette histoire de solitude et... Alors là, on t'entend pas. Là. Voilà. Le bruit ne vient pas de chez moi car je coupe mon micro. Alors, vas-y, on t'écoute. Alors, la solitude, vaste sujet, en fait. C'est à la fois, c'est beaucoup, par moments, c'est beaucoup de souffrance pour les chanteurs, parce que déjà, il y a des périodes où on a un peu moins de boulot, et donc du coup, on se retrouve seul face à soi-même pour travailler du répertoire. C'est pas toujours facile à vivre. Après, évidemment, dans notre vie professionnelle, on est amené vraiment à aller partout où on nous embauche, quoi. Donc, moi, j'ai fait, par exemple, alors c'était l'été dernier, je crois, j'ai passé 3 semaines à Vesoul pour un spectacle. Vesoul, quoi. C'est pas forcément la ville où il y a le plus de monde. Mais bon, on y va embrasse quand même. tous les habitants de la Haute-Saône. Voilà. Et on y va quand même, et ils ont un théâtre qui est absolument magnifique, et ils ont bien de la chance. Mais par contre, je me suis retrouvée plusieurs fois toute seule à Vesoul avant les répétitions. Pendant quelques jours, c'était pas évident, quoi. Et puis après, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais moi, quand je commence à travailler, je m'isole, je vois plus personne, je reste face à mon piano, je peux rester des semaines à travailler sans voir personne et sans souffrir de ça, parce que de toute façon, quand on bosse seul pendant des semaines, on sait que la finalité, généralement, c'est d'aller sur un plateau et de retrouver une équipe. Donc c'est un mal pour un bien, et puis c'est tellement intense quand on est dans des périodes de production sur un spectacle. Moi, personnellement, j'ai vraiment la sensation de faire le plein de contacts sociaux, amicaux, de faire le plein pendant les périodes de production, et après d'avoir le temps un peu pour moi, pour me reposer, et puis soit voir mes amis. Après, évidemment, quand on est chanteur, je pense qu'on a surtout des amis chanteurs et musiciens, parce que les gens, sinon, ont des horaires, ce qu'on appelle des horaires de bureau, ce qui n'est absolument pas notre cas. Donc, dans nos moments de solitude, on peut toujours trouver moyen d'aller prendre un café avec un copain chanteur qui se trouvera lui aussi seul. Donc, on peut faire face entre chanteurs. Alors, pardon, je voulais... Vas-y Marion, pardon, vas-y.
En fait, il y a aussi, je pense, même en période de production, alors il y a des périodes très intenses où on rencontre beaucoup de monde, où c'est très riche d'échanges, mais il y a aussi des moments où, quand par exemple on a un petit rôle, où on est amené à attendre en fait souvent en coulisses avant de pouvoir chanter 2 phrases dans la journée. Donc il y a aussi une grosse solitude en fait qui se crée même parfois en période de production, et donc il faut y être préparé. Voilà, faut savoir que dans ce métier, il y a aussi ce genre de situations qui font qu'on est vraiment souvent seul aussi. Il faut savoir se suffire à soi-même. Et Netflix est ton ami. C'est ton ami ou un bouquin, ça peut être bien. Voilà, je préfère ça. Apprendre une partition pour le prochain rôle, ou voilà, entre autres. D'accord. Alors maintenant, si on en vient directement à votre présence dans l'aventure du Lab Opéra, est-ce que quelque chose, qu'est-ce qui vous marque ou vous touche au Lab Opéra d'Alsace? Qui veut commencer? Vas-y, très cher, vas-y. Alors moi, ce qui me marque et ce qui m'a marqué, ce qui me marquera définitivement à vie, c'est que d'un coup, les répétitions se sont stoppées net et que ça a été la première fois que je vivais. C'est pas propre au Lab Opéra d'Alsace. On est d'accord, mais toute ma vie, je garderai ça comme souvenir. Mais parce que ça a été quand même assez, c'était inédit. Alors ça avait quelque chose d'à la fois un peu la situation avec pardon, avait quelque chose peut-être d'un peu excitant parce qu'on l'avait jamais vécu, mais surtout c'est un espèce de choc parce que alors c'est pas comme ça sur toutes les productions que j'ai faites, mais sur le Lab Opéra d'Alsace, il y a vraiment une super ambiance, on s'est tous très bien entendus et on était dans ce truc de devenir plus que des collègues, quoi, vraiment de devenir amis, et bim, d'un coup ça s'arrête, quoi. Mais non, ce qui moi m'a le plus marqué, mais c'est aussi par rapport à mon parcours de chanteuse, c'est que cette audition du Lab Opéra d'Alsace fait partie des auditions que j'ai quasiment pas pu préparer parce que je travaillais beaucoup avant et j'ai passé pas mal d'auditions pour les fabriques et ça marchait jamais. Et là, j'y suis allée et ma démarche était très différente. Je me suis dit, bon, j'ai pas eu le temps de travailler, mais je vais y aller moi, en fait. Je vais y aller je vais pas y aller pour plaire, je vais même pas y aller pour avoir le rôle. Et donc, en fait, j'étais complètement dégagée de toutes ces questions d'interprétation, d'essayer de plaire absolument au jury. Et finalement, j'ai eu le rôle. Donc, je crois que c'est ça, moi, ce qui me marque. C'est cette espèce de leçon que j'ai reçue à ce moment-là en fait, faut être soi-même, il faut avoir confiance même si la situation n'est pas idéale et faut vraiment juste être soi-même et assumer qui on est. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris grâce au Lab Opéra parce que j'ai jamais passé d'audition comme ça. Donc, je dirais ça, quoi. Et toi, Marion? Alors, c'est vrai qu'il y a un côté, comme on n'est pas dans des grandes structures, dans des théâtres avec beaucoup de conventions et une hiérarchie souvent difficile à gérer, il y a un côté très naturel qui s'installe en fait dans les rapports avec l'extérieur. Et donc ça, c'est vraiment hyper appréciable parce qu'on se sent tout de suite accepté, intégré et c'est parfois pas évident dans d'autres contextes. Donc ouais, il y a vraiment cette simplicité en fait. C'est ce que j'ai vraiment adoré. Et parfois, les conditions sont souvent bien plus difficiles en fait. Pas plus difficiles, mais plus contraignantes, on va dire. Plus contraignantes que dans d'autres structures où il y a tout, où on a des assistants, où on a une régie, des accessoiristes, enfin, où les conditions matérielles sont juste idéales. Et en fait, l'humain ne suit pas toujours. Et là c'est vraiment juste un pied total de pouvoir exercer son art avec une telle bienveillance, en fait. Puisque toi, en plus, tu es chanteuse et du coup, tu es devenue, par la force des choses, assistante mise en scène en charge des chorégraphies par ton passé de danseuse.
Oui, alors c'était une expérience assez sympa. J'ai eu beaucoup de bonheur à être sollicitée par Claire et puis à proposer mes services puisque ben voilà, c'est un peu la débrouille avec les moyens du bord et je trouve ça très riche finalement de pouvoir échanger et participer par d'autres biais aussi que juste celui de se poser sur scène et de faire ce qu'on doit ou ce qu'on est censé faire en tout cas. Donc oui, très très belle expérience. Alors, sauf erreur de ma part, je crois que vous vous connaissiez avant de postuler aux auditions de la vie parisienne. Qu'est-ce que ça peut changer dans le travail et les spectacles? Je parle là de chanteuses qui s'entendent bien et qui s'apprécient. Alors, j'en sais rien, ça. J'ai cru pouvoir le déceler. Alors en fait, c'est assez drôle parce que Marion, on s'est croisés, je pense, sur un concours. La première fois qu'on a dû se voir, c'était à Marmande avec un ami qu'on a, chanteur en commun. T'as raison. Et on s'est pas énormément vus, mais comme c'est un petit milieu, qu'on est amis avec les mêmes personnes, j'ai beaucoup entendu parler de Marion et je savais exactement où j'allais et j'avais ce souvenir de Marmande où le contact était plutôt bien passé. Et en fait, pour moi, ça a quelque chose de très rassurant de savoir qu'on va travailler avec des gens qu'on connaît, même si on les connaît pas énormément, on les connaît, on sait qu'on a des atomes crochus. C'est réconfortant, c'est rassurant parce qu'on sait qu'il y aura de la bienveillance et surtout on sait que on va s'amuser en fait. Et ça c'est très 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 important parce qu'on a la chance de faire un métier où on a le droit de s'amuser. Donc, Oui, c'est mieux, surtout dans une vie parisienne. Oui. Et pour toi, Marion? Je rejoins tout à fait ce que dit Chloé. En fait, c'est vrai que quand c'est vrai qu'on se connaît peu finalement, on a des amis, de très bons amis en commun, donc on savait qu'on n'allait pas tomber très loin, voilà. Après, oui, c'est toujours chouette d'avoir un visage connu quand on arrive en production, c'est un côté rassurant parce qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va se faire manger. C'est chouette de savoir qu'au moins il y aura du soutien, quoi qu'il arrive. Donc oui, effectivement, ça aide à délier les langues et puis à faire qu'il y ait une belle cohésion de groupe, je pense. Ouais. Alors, comme avec les hommes la semaine dernière, pour vous connaître un peu différemment, on va passer à un questionnaire en forme de portrait chinois. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'en savoir un peu plus sur vous, mais par le biais d'un questionnaire du genre « Si tu étais tel type de chose, laquelle serais-tu » le questionnaire de Proust, en fait. Hein. C'est bon, on y va? On y va. Alors, je vous laisse répondre à tour de rôle en commençant par Marion quand tu auras fini de rigoler. Je suis là. Alors, si vous étiez à un moment de la journée. Le début de soirée, au coucher du soleil. Alors, il faut répondre chacun au... Du tac au tac, ok. Ouais. L'aube. Je serais l'aube. Si vous étiez une pièce de la maison. Le salon. Le bureau. Si vous étiez un objet du quotidien. J'allais dire un chargeur de téléphone. Que j'en ça c'est plus difficile. Un objet du quotidien. Un objet du quotidien. Un stylo. Si vous étiez un jeu vidéo. Ouh là là, alors là c'est compliqué. On va dire Double Dragon. Waouh. Moi, je serais, je pense, Fallout 3. Si vous étiez un livre. Là aussi, c'est compliqué. Ouais. Mais pas pour les mêmes raisons. Non. Allez, je vais dire Les 7 plumes de l'aigle d'Henri Gougaud. Moi, je vais dire un truc qui peut paraître facile, mais vraiment le Petit Prince. Si vous étiez une odeur. Alors, j'hésite entre... je peux en donner deux, alors. Vas-y, c'est cadeau. Alors, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. J'allais dire la même. Ou alors l'odeur de la pluie sur le béton en été. Mais Marion, tu dis les deux mêmes que moi.
Hier, il a plu. Ouais, il a plu, mais vraiment une pluie de dingue à Lyon. Et justement, ça sentait ça. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je dise. Ou l'odeur d'herbe coupée. Et ça porte un nom. Il faut que je trouve l'odeur de la pluie sur le bitume. Il faut que je trouve le nom. Bon, alors tu nous le donneras avant la fin. Oui, je vous le donnerai. Si vous étiez un sport. Est-ce que la danse, c'est un sport? Si la danse est un sport, je dis la danse. Sans doute. Évidemment. Le vélo. Si vous étiez un hashtag. Hashtag, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je dirais hashtag folie. Et si vous étiez une émotion? La joie. Ouais. Le rire n'est pas une émotion, mais quelque chose qui s'y rapporte, quoi. Donc, peut-être. Ouais, la joie aussi, finalement. Décidément, on a beaucoup de réponses au commun dans notre. Ouais. J'ai retrouvé. Voilà, j'ai retrouvé. C'est le pétrichor. À tes souhaits. Le pétrichor, c'est donc l'odeur l'odeur qui se dégage du bitume quand la pluie commence à tomber. Voilà, donc pour nos abonnés qui sont fans de Scrabble. Alors, les spectacles de la vie parisienne ont été reportés pour cause de confinement, évidemment, comme beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous pourriez succinctement mais fortement dire aux gens qui sont avec nous en direct ou qui nous retrouveront en replay pour les convaincre d'acheter leur place pour le printemps prochain? Ça va être juste génial. Vraiment, alors déjà, si vous n'avez pas vu La vie parisienne, venez. Si vous n'avez pas vu d'opéra, venez. Si vous n'avez pas vu d'opérette d'Offenbach, venez. Si vous n'avez pas... si vous n'avez rien vu de votre vie, venez. Non, mais surtout, il y a... pour moi, il y a quelque chose de très particulier pour cette vie parisienne, parce que La vie parisienne, c'est quand même une pièce qui est souvent donnée. Mais alors là, pour moi, la vision de Claire Manjarès, la metteur en scène, la vision est complètement quelque part c'est un peu déjanté, et ça donne une nouvelle vision de la pièce, et je trouve que rien que pour ça, rien que pour les costumes, les décors, les chanteurs, l'orchestre, le chœur, le chef, le metteur en scène, rien que pour ça, venez. Alors, j'avais dit succinctement, mais c'est très bien quand même. Marion. Succinctement, ok. T'as 2 mots. Venez. Voilà. Ça, c'est 2 syllabes. Oui, voilà. Non, c'est juste incroyable. Il y a une cohésion assez folle dans cette équipe, que ce soit au niveau artistique ou humain. Et donc, je pense que ça va créer de très belles choses, puisque c'est dans ce genre de contexte qu'on crée le meilleur. Donc venez. Vous ne serez pas déçus. Alors, je regarde si on a eu des questions. Alors, on a Noël qui demande qu'est-ce qu'on fait quand le texte ne veut vraiment pas rentrer en mémoire? On fait des anti-sèches pour les bras. C'est vrai, t'as fait ça, toi? Oui, ça m'est arrivé. Ou lire juste avant d'entrer sur scène, par exemple, ça m'est arrivé. Mais on bluffe. Oui, on bluffe. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de mémoriser un mot à la place d'un autre. Et ça, c'est terrible, parce que souvent, c'est le verbe, donc c'est celui qui donne le sens à toute la phrase. Mais généralement, c'était pas des mots qui étaient très éloignés de la phrase originelle, à tel point que parfois, il est arrivé qu'un chef me dise, genre à la répétition générale, « Ah, mais en fait, là, tu te trompes, tu dis ça. » Et je le dis depuis le début. Et ça passe ou ça casse, quoi. C'est-à-dire qu'il faut reconditionner le cerveau, il faut se faire un peu... Enfin, moi, je me fais violence dans ces moments-là, et je répète la phrase, je peux la répéter 50 fois. Tant que je fais l'erreur, je reprends du début, quoi. Donc, au bout d'un moment, ça rentre.
Alors, une autre question de Michaela. Quel est votre rôle de prédilection et celui que vous rêvez d'interpréter? Ouh là là. Alors, Waouh. compliqué. Rôle de prédilection. Alors, je ne sais pas si j'ai un rôle de prédilection. En ce moment, les rôles de pantalon, tout ce qui est voilà, rôle de page, de mezzo un petit peu central et assez léger, ça fonctionne bien. Le rôle que je rêve d'interpréter, que je ne pourrais sûrement pas interpréter puisque c'est un rôle de soprano, c'est le rôle d'Elisabeth dans Carmen. Moi, c'est un peu la même problématique que Marion. Je ne pourrais jamais interpréter ce rôle-là, mais j'aurais adoré chanter Carmen, quoi. Vraiment, ça m'aurait beaucoup plu. Bon, après, j'aurais aussi pouvoir chanter des rôles de basse. Encore plus difficile. Ouais. J'allais conseiller un ou deux paquets de cigarettes. Je vais prendre, je pense, arriver à basse, ça va devenir délicat. C'est ça. Mais j'ai pas vraiment de rôle de prédilection. J'ai juste. Il m'est arrivé aussi, mais je pense que Marion, toi aussi, de faire parfois, d'être embauchée sur un truc que j'aime pas trop. Et finalement, le fait de travailler, de chanter ce rôle sur scène fait que je finis par adorer la musique, le compositeur, le rôle, quoi. Mais après, j'aime énormément. Je suis une fan inconditionnelle de Mozart. Donc, n'importe quel rôle pour soprano de Mozart me va très bien. Enfin, me plaît beaucoup. Alors, dernière question. En tout cas, question des gens qui sont avec nous. Avec votre expérience, donc c'est une question d'Isabelle. Avec votre expérience, comment gérez-vous votre stress, pardon. Eh ben, on prend des drogues. Non, c'est pas vrai. Et tout ça, très légal. Non, c'est pas vrai du tout. Je sais pas si Marion, c'est pareil. Moi, le stress, je le sens pas vraiment. Je pense qu'il se met à d'autres endroits dans ma vie. Mais au moment d'être sur scène, je le sens pas. Par contre, je peux le sentir au début des répétitions, quand on arrive avec une équipe qu'on ne connaît pas, et que bim, il faut chanter devant tout le monde. Là, j'ai toujours un moment de stress qui fait que généralement, je fais plein de fautes, plein d'erreurs. Mais après, ça va mieux. Et je sais pas, je trouve que le fait de répéter, d'être à l'aise avec une équipe, pour moi, ça me donne. Je suis tellement à l'aise au final que j'ai pas trop de stress. Mais des fois, je me rends compte à la fin, quand j'ai les quelques fois où j'avais des rôles vraiment importants. C'est à la fin, au moment où le spectacle était terminé et que les saluts étaient finis et que les spectateurs avaient quitté la salle, que je sentais une pression qui redescendait. Mais le stress ne m'empêchait pas à ce moment-là de chanter et de jouer, quoi. Et pour toi, Marion ? Alors pour moi, c'est vrai que le stress s'exprime beaucoup pendant les auditions, le moment où il faut faire ses preuves, et puis comme Chloé, en fait, exactement, à la rencontre de l'équipe, en fait, le moment où tu dois juste faire les premières notes avec tous les gens assis en randonnion, c'est toujours un peu délicat. Donc voilà, ça c'est les grands moments de stress. Après, une fois qu'on répète, qu'on prend des habitudes corporelles, d'autres choses s'installent, et en général, quand on arrive sur scène après des semaines de répétition, il y a plus que le plaisir, en fait. Le reste est parti. Alors pour gérer le stress, moi je fais beaucoup de travail corporel, je fais des étirements, du yoga, j'ai des petites méditations, enfin voilà, j'ai un côté assez perché pour ça, donc voilà. Pour rassurer les gens qui sont stressés, je pense que vous connaissez cette phrase qui est attribuée à Sarah Bernard, qui, à la question d'un de ses étudiants, Madame, je ne comprends pas, je ne suis jamais stressée. Eh bien, la grande comédienne que nous connaissons lui répond, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Alors, avant ce moment,
qu'on est en train de passer ensemble et qui est sur le point de s'achever. Je vous ai demandé de choisir un objet fétiche, pardon, pour vous. Un objet fétiche. Je vais vous le présenter. Alors. Mais vas-y, Chloé. Alors, j'ai hésité. J'en ai plusieurs. Et celui auquel j'avais pensé au départ, je me suis dit qu'il était trop personnel pour le montrer. Parce qu'il est lié à un souvenir familial très important. Et en tournant la... Oula, j'ai perdu mes écouteurs, excusez-moi. En tournant la tête tout à l'heure, je suis tombée sur une collection que je fais qui va... Bon, vous avez le droit de vous moquer de moi. En fait, ce sont des pièces de 1 euro. Je ne sais pas si vous pouvez voir qui est sur la pièce. Pas grand-chose. Mais... Mozart. Voilà, c'est les pièces de 1 euro à l'effigie de Mozart. J'en ai 6 actuellement, qui sont d'ailleurs toutes posées sur une gravure de Mozart enfant qu'un ami m'a offerte. Et donc c'est ça un peu mon objet fétiche. Quand par hasard on me rend la monnaie et que je vois que c'est une pièce d'1 euro de Mozart, ça me rend heureuse, je suis contente. Je la mets de côté, je la garde. Je suis tellement heureuse en fait que... sur une pièce de monnaie, on voit un musicien, quoi. Enfin, qui plus est, Mozart, le grand maître absolu, quoi. Donc voilà, mon objet fétiche, c'est un de mes objets fétiches. D'accord. Et pour toi, Marion? Eh bien, moi, je n'ai pas d'objet fétiche, puisque je ne suis absolument pas matérialiste et je détesterais mettre un quelconque pouvoir sur un objet. Donc, non, je n'ai pas d'objet fétiche et je cultive ça d'ailleurs. Donc, tu penses que la superstition, ça porte malheur? Alors... Vous voulez une thèse, monsieur? Non, mais en fait on peut comprendre ça. Je pense qu'il y a malgré tout soit l'une ou l'autre des partitions qui a dû t'accompagner et que tu ressors si tu rechantes le même rôle. Et qui peut-être d'ailleurs à ce moment où tu es en randonnion avec les chanteurs, et bien te permet d'être un peu moins inquiète puisque cette partition-là tu la connais. Mais oui, évidemment qu'on peut comprendre qu'on ne veuille pas être esclave de son chargeur de téléphone. Exactement. En tout cas, merci Marion et Chloé d'avoir passé ce moment avec nous. On vous souhaite de pouvoir réellement vous déconfiner artistiquement dès que possible. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez prévu pour les prochaines semaines, artistiquement parlant? Eh bien, c'est vrai que tous les projets ont été un peu annulés ou reportés. Je ne sais pas si ça se fera, je dois partir en Chine pour une tournée sur une comédie musicale. Les Misérables, donc. Ça devait être en septembre. Finalement, ce sera peut-être en décembre. Et il n'y a pas très longtemps. Le pangolin masqué. Voilà. Voilà, on ne sait pas si ça marchera. Et là, cet été, j'ai été contactée il y a un petit mois pour remplacer une chanteuse sur un festival dont je ne sais pas grand-chose pour le moment. Mais j'ai été tellement heureuse qu'on me contacte pour me proposer du travail que j'ai dit oui tout de suite. Et le programme, ce sera... un rôle de basse. Voilà, un rôle de basse profonde. Voilà, Zarastro, le rêve, quoi. Mais donc, voilà, juste un petit festival fin août avec vraiment comment dire, la liberté de choisir ce que j'ai envie de chanter. Avec un ensemble de 8 instrumentistes. Je crois que ça va être vraiment très sympa. D'accord. Et pour toi, Marion? Alors, moi, je profite de ce temps pour développer ma technique encore, ma musique. J'ai des sessions d'enregistrement calées très bientôt. Et puis, je collabore avec mon agent pour reprendre les auditions le plus vite possible. Et donc, ce ne sera pas avant cet automne. Donc, voilà, d'ici là... puisque comme c'est des auditions où il y a souvent nécessité de prendre l'avion et de changer de pays, ça n'est pas très simple à organiser. Mais pas de patience. Voilà, donc patience, travail et persévérance.
Bon, quant à nous, eh bien, on se retrouve dès la semaine prochaine, vendredi à 19h, toujours en direct, avec un nouveau duo de protagonistes de notre aventure La Vie Parisienne. Après 2 hommes et 2 femmes aujourd'hui, nous aurons un couple mixte. Ils ne seront pas chanteurs, puisqu'il s'agit de notre metteuse en scène Claire Manjarès et de notre chef de chant Pierre-Luc Landais. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux de vos amis qui n'étaient pas là en direct. Merci pour votre soutien. Et n'oubliez pas, vous pouvez acheter vos billets pour les spectacles qui auront lieu à Colmar et Stockholm au printemps 2021. Vous trouverez le lien vers la billetterie sous la vidéo. Bonne soirée et bonne semaine. Bisous.